Eh bien, le bonjour, aventuriers de bord de ciel. Nous voici pour attaquer le dur du dur, c'est-à-dire les règles page après page de ce Skyrim, le jeu d'aventure. Merci pour vos retours et commentaires. Ah oui, merci Alex d'ailleurs pour l'explication sur cette histoire d'armure où j'avais bugué au premier tuto contre l'ours. Alors, contre l'ours, c'était cette, la voilà, cette carte-ci. On nous avait dit qu'il possédait une valeur d'armure. Ah oui, alors, il faut bien avoir en tête que ça, c'est sa valeur d'armure et non pas ses points de vie. En fait, c'est lié. Les deux sont liés quand même. Il avait 4 en valeur d'armure et avec la furtivité de Mueva, je n'avais fait que 2 points de dégâts. J'avais réalisé une estoc. Ça représentait 2 points de dégâts et dans le tuto, on nous avait expliqué qu'en fait, on ne pouvait lui faire baisser son armure que de 1. Et j'avais dit pourquoi on est censé avoir fait 2 points de dégâts. Mais c'est qu'en fait, tant que l'on ne dépasse pas les points d'armure initiaux, on n'applique pas les dégâts plein pot. Donc là, il aurait fallu que je fasse. Alors, à vérifier si c'est supérieur ou égal ou strictement supérieur. On va le voir dans les règles. Mais voilà l'explication. Et c'est pour ça que contre des créatures de type bazar, ah bah là, ça avait fonctionné. J'avais fait 2, il avait 2. Putsch, ça devait avoir fait un one-shot. Enfin, toujours est-il que il faudra faire attention à ça sur les résultats de nos jets de dés pour savoir si, oui ou non, on inflige du plein pot. Et d'ailleurs, tant que nous sommes avec ces histoires de valeur d'armure, les ragnards, ils ont 3. Piège à ours, alors là c'est différent, c'est un piège, mais quand même dans la catégorie animaux. Bah oui, piège à ours. Ok. Là, on n'a qu'une seule valeur, mais il faut faire un résultat de crochetage. 3 d'armure contre les givres pères. Loup des glaces. Ah, là, on a 2 valeurs à contrôler. Encore un piège. Piège à fléau, crochetage pour 2. Chef Spriggan. On a 2 valeurs. Ok. Chorus faucheur. Rien que ça. Encore 2 valeurs. Oui, ça doit être. Oh là! Un mammouth! Et on a 3 valeurs. Bon. Dans l'ensemble, les combats restent assez simples, hein. On va voir comment c'est décrit dans le livre de règles. J'espère que ça va être assez clair pour ma petite tête. Bon. On commence par quoi? Ah oui, si. J'ai pas fait ma feignasse. J'ai fait ma semi-feignasse hier. Alors, hier, ça vous parle pas hier? Hier, nous étions samedi, aujourd'hui c'est dimanche. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait une vidéo un dimanche. Et ben me v'là, mais parce que j'ai vraiment envie d'enchaîner avec Skyrim. Et je dis hier, j'ai pas fait ma feignasse, j'avais une demi-heure devant moi. Allez, 1 heure. J'ai mis de la peinturlure. Vive la contraste, hein. Alors, seulement 2 teintes par figurine, les socles de nos héros, tous de la même couleur. Et puis j'ai fait 2 teintes par rapport aux races disponibles. Donc, c'est du Sundrop, hein, basique, mais au moins c'est quand même plus sympathique que ce foutu gris. Alors, là j'ai pas besoin de m'attacher à les ranger propres, dans le sens où ça devrait être utilisé. Je conserve mon Eva. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, pour cette histoire
de menace. Lorsque l'on a... Ah bah j'ai pas enlevé ce jeton menace là, en crise sur solitude par exemple, ce qui nous ramène à un marché inaccessible. J'avais dit, bah, visuellement, moi surtout en solo, je vais avoir besoin d'avoir quelque chose sur notre carte. Donc là, on évoquait solitude. Initialement, j'avais dit, bon, allez, pour symboliser qu'il y a des dégradations sur les forteresses, je peux mettre un marqueur rouge pour le premier niveau. Puis après, pourquoi pas compléter avec d'autres cubes rouges, sachant que ça peut aller jusqu'à, si on a 2 cubes en isolement, et si on a 3 cubes, c'est carrément une révolte. Et puis je me suis dit, tiens, mais c'est vrai que j'avais fait une récupération de petits bâtiments. Alors pour tout vous dire, vous voyez des petits bâtiments initialement en blanc, j'ai mis un coup de peinture beige par là-dessus, un coup de bombinette. Ça provient, figurez-vous, des bâtiments dans une des boîtes de Pandemic Legacy. Vous savez, où on détruit le matériel et tout ça. Enfin, on détruit. On n'est pas obligé, mais moi, je vous avais montré une fois, je ne sais plus dans quelle vidéo, je vous avais montré l'état de la saison 1 que l'on avait, dû la finir, la saison 1, avec cartes déchirées, les paquets de boîtes à découvrir explosés. Et malheureusement, ce jeu, depuis des mois et des mois, je l'avais stocké dans une zone plutôt humide, ça s'est mis à puer, à sentir. Je l'ai sacrifié. Alors là, pour le Legacy, la gueule de la boîte de ce pandémique, une boîte dans la poubelle jaune, la dock aussi, les cartes aussi, une partie de plastique dans la poubelle déchets, et puis j'ai quand même récupéré 2-3 bricolettes que j'ai transformées en crise. Premier niveau de crise sur des forteresses avec un marché inaccessible. Voilà comment ce sera symbolisé. Et puis après, deuxième niveau, si c'est en isolement, un cube rouge à côté. Et si on passe en révolte, alors là, c'est la cata. On aura carrément une vue comme ça. Alors ça n'empêche pas d'aller positionner quand même nos jetons menaces pour bien compléter le truc. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, ça fait ton sur ton en fait. Mortac par exemple et Morcat, pardon, est en révolte avec les 3 niveaux. À regarder comme ça au premier coup d'œil, c'est pas super lisible. Il faut s'arrêter quelques secondes. Donc avec cette petite astuce, ça me paraît être plus sympa. Puis j'aime bien coller de la 3D toujours sur mon foutu plateau. Eh bien voilà. Allez, bon dimanche sous vos applaudissements, comme disait l'autre. On y va pour attaquer enfin le livret de règles. Je ne reviens pas sur le tuto, si ce n'est pour dire qu'il était vraiment très très bien fichu, mais on n'en a plus besoin. Alors, jeu d'aventure, livret de règles, table des matières. Ah tiens, je pensais à une chose qui manque. Et on a évoqué plusieurs fois le fait que ce Skyrim, le jeu d'aventure, serait plutôt pour des joueurs qui veulent se replonger dans un jeu de société après avoir connu le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a un paragraphe que j'aimerais voir, et je vous dis lequel après: matériel, mise en place, héros du jeu, guide de référence, mais ça c'est pour commencer la partie, guide de référence combat, structure du tour, les cartes événements, cartes quête, combat, exploration, faire progresser le personnage, sauvegarder, jouer en solo, mode monde ouvert, guide de l'explorateur de bord de ciel, coopération, explorer le monde, carte et glossaire des symboles. On n'a pas. Voilà ce qui manque côté immersion. C'est un livret de background, ou alors rajouter des pages dans le livre de règles pour nous en donner un peu plus sur le background concernant bord de ciel,
concernant la province de Skyrim, notamment sur les châtelleries, un peu de fluff sur les différentes forteresses, sur ce monde en général. Ça aurait pu être sympa. Il aurait fallu quoi? Une dizaine de pages avec des petits visuels. Et là, pour des gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo, ça aurait pu quand même avoir un impact sur l'immersion. Bon, bah ça n'est pas le cas. On s'en passera. Alors pourquoi je vous dis ça? Dans une des cartes événements, j'avais vu passer un terme où je m'étais dit, mais c'était quoi ça? En jeu vidéo, je m'en rappelais plus. Bah, par exemple, un truc tout con, mais un prince des draps. C'est quoi un prince des draps? Bord de ciel. Et oui, d'accord, c'est quoi bord de ciel? Il y avait eu des petites choses comme ça que j'ai vu passer, et c'était dommage qu'on n'ait pas eu une explication. Par exemple, dans Descent, la dernière version, donc la légende des ténèbres, on a du fluff, et c'est quand même vachement cool. Encore Space, on a un semblant de fluff. Dans plein de jeux de société comme ça, où on a des univers qui sont totalement créés ou récupérés d'eux, dans beaucoup d'entre eux, on a de quoi avoir un petit peu de lecture et en connaître plus. Bon, on va y aller. Ça, nous l'avions vu, c'est assez chouette. L'aperçu. Dans Elder Scrolls V Skyrim, le jeu d'aventure, 1 à 4 joueurs vont se lancer à l'exploration de la province de Bord-de-Ciel et y affronter toutes sortes de péripéties. Les joueurs incarnent des héros qui se retrouvent impliqués dans des quêtes aux enjeux capitaux et au cours desquelles leurs actions vont jouer un rôle déterminant. Le jeu est divisé en 2 campagnes de 3 chapitres chacune. Les choix des joueurs vont avoir un impact direct sur le déroulement de l'histoire, assurant ainsi une grande rejouabilité. Les chapitres durent entre 90 et 120 minutes et doivent être rejoués dans l'ordre de façon à former une histoire évolutive. Chacun peut cependant être rejoint indépendamment dans le cadre d'une partie ponctuelle. Les chapitres durent entre 90 et 120 minutes, alors que sur la boîte, on avait vu que ça pouvait aller jusqu'à, c'est marqué là, 180 minutes. Ah, il y a un truc déconnant. Il nous manque 1 heure là entre les deux. Sachant que s'ils annoncent entre 90 et 120 minutes, on doit être sur du bon 2 heures bien tassées de 1 à 2 joueurs, et à 4 joueurs, on doit les atteindre, les 3 heures. 3 heures à 3 heures et demie. À moins qu'on perde vite, hein, c'est toujours pareil. Alors le but du jeu. Les joueurs vont incarner d'héroïques aventuriers de Bord-de-Ciel, membres de l'Organisation des Lames. Les Lames, on n'en saura pas plus. Au cours du jeu, ils vont être plongés au cœur d'une histoire palpitante de complots, de guerres et d'intrigues. Leurs actions et leurs décisions auront un impact durable sur le monde qui les entoure. Pour gagner, ils vont devoir progresser dans l'histoire en résolvant les cartes quêtes principales. L'échec d'une telle quête ne signifie pas nécessairement que la partie est terminée. Il est possible d'échouer pour malgré tout l'emporter à la fin. Alors ça, j'aime bien. Quand on a la possibilité, malgré un échec, de pouvoir continuer à jouer. Toutefois, chaque chapitre possède des conditions d'échec qui peuvent entraîner une défaite définitive. Ok, mais c'est pas forcé à chaque fois. À la fin de chaque chapitre, les joueurs sont confrontés à une épreuve finale différente selon les chapitres. Il peut aussi bien s'agir d'une bataille épique que d'une course contre la montre. Échouer à cette épreuve entraîne également la défaite des joueurs. Lorsqu'un chapitre a été perdu, les joueurs peuvent quand même continuer la partie, mais leur échec aura pour conséquence de rendre la suite plus difficile. Excellent. Vous m'avez déjà peut-être entendu plus ou moins pester. Ah, pester, non, c'est pas ça. Mais regretter que, voilà, c'était un regret.
lors de différents jeux de type notamment Dungeon Crawler, où lorsqu'on échoue, on n'a pas d'autre choix prévu dans les règles par les créateurs que de recommencer le scénario échoué. Et moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt me donner des pénalités et continuer à enchaîner pour que ça crée vraiment une histoire cohérente de A à Z. Et ça, c'est incroyable. Là, ils y ont pensé. Ils y ont... Pardon, on va la refaire. Là, ils y ont pensé. Ah c'est une bonne surprise, ça. Le matériel, il va être temps de voir à quoi correspond tout ce qu'il y avait vraiment dans la boîte. Jusqu'à présent, j'étais allé piocher les infos comme ça au fur et à mesure. Nos cubes de santé, nos cubes de vigueur. Ah oui, à ne pas confondre, mais la santé, ce sont nos points de vie, et la vigueur, c'est ce qui nous sert à faire certains tests. Merci Tented Grail. Les cubes de magie, les cubes armure, le dé ennemi, ça on l'a vu, il est très bien. Les dés de test, ils sont excellents. Les pions de limite pour nos personnages, on est bon. Pareil pour les cubes des pistes. Pion coup final, cube coup final. Ok, les monstres errants. Alors, il y en a 34. Beaucoup sont de multiples exemplaires. Le fait de les mettre sur un socle transparent, bon, ça doit pouvoir le faire sur le plateau. C'est juste qu'ils sont tellement petits que... Ouais, si, ils vont se voir quand même. Mais il faudra les reprendre à chaque fois pour dire est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça. Vive les standees. Après 297 cartes quêtes qui vont composer nos 6 chapitres. Des cartes donjons. Alors, on en a 54. Alors, les cartes donjons x 54, ce sont tous nos ennemis que l'on rencontre justement dans les donjons, et je les ai classés en différentes catégories en fonction. C'est des animaux. Des animaux. Oh putain, on voit que c'est le dimanche. Si ce sont des animaux, des humains, des trucs et des machins. Bref, liés aux différents donjons dans lesquels on va aller. Les cartes rencontres, des cartes acolytes, cartes personnages, beaucoup d'objets, possibilité d'enchanter ou d'améliorer nos objets comme ça avait été le cas avec notre dague de fer que nous avions enchanté dans le tuto. Les cartes statues. Alors ça, j'ai pas jeté de coup d'œil. Ah si, les cartes statues, c'est ce qui est lié. C'est lié aux quêtes. Donc on ne regarde pas. Je crois que c'est ça. Les cartes événements aléatoires, ok. Cartes de zone sauvage et les cartes villes, ça comme dans... là je vais prendre comme dans Gloomhaven. Ce sont des événements que l'on peut piocher. Et qui nous amènent de la rejouabilité pour le coup. Carte défi de donjon. Alors ça je sais pas ce que c'est. Est-ce que ce serait pas le fameux mode libre? Défi de donjon de la campagne 1 du chapitre 1. Campagne 1, chapitre 2, chapitre 3. D'accord, on en a 6. Une par chapitre de campagne. Si je me rends dans une grotte, je pioche 2 animaux. Si je me rends dans une mine, je pioche un humain, un animal, etc., etc. Alors, ça, c'est le symbole de ennemi mort-vivant. Ok. Ensuite, ça, ce sont des dédraps. Là, ce sont des automates, d'accord. Et pièges, non, on n'a pas de pièges. Ah, parce que les pièges sont inclus dans différents paquets. Comme on a vu, il y a 2 pièges dans le paquet animaux. Bon, à voir si c'est pas futile ou si ça a un vrai intérêt d'avoir ça en défi. Ça peut être sympa.
Conditionnel, conditionnel. Les cartes références, alors elles m'ont l'air vraiment bien foutues, hein. Presque format tarot. Si, c'est un format tarot, ça. Et ouais, elles ont l'air très détaillées. Les boîtes de rangement numérotées, ouais, ok. Les boîtes de sauvegarde, c'est très pratique d'avoir fait ça, c'est bien. Les pions de compétences x72, on a de quoi quand même s'améliorer. Alors là, ils mettent archerie, vol à la tire, guérison, doit y en avoir plus que ça quand même. Allez, on prend une poignasse là. Ah bah oui, destruction, illusion, conjuration, ça va couvrir les domaines de magie, l'enchantement. Ah, on peut faire de la parade, du forgeage, arme à une main, arme à deux mains, ouais, c'est des spécialisations. De l'alchimie, ouais, ça va, ça va. Alors, peut-être qu'en rejouabilité, là encore, on peut avoir une option là-dessus, en orientant un même personnage sous un aspect différent. Jeton expérience, des pions menaces. Alors, il y en a 100. Ouais, visiblement, on va en mettre partout. Quelques pièces d'or, des pions ingrédients, nos figurines, livret de scénario, livret de règles, plateau, et 4 plateaux personnages. Bien, le pion chevacal, je l'ai oublié tout à l'heure, avec les marqueurs de quête et le pion milice d'Ulfric. T'es qui, toi? Pourquoi je t'ai... Ah ouais, si, d'accord. Un pion milice d'Ulfric. Un Drapio. Bah, il va mériter son socle parce que je raisonne toujours en me disant que si on a un pion aussi gros en un seul exemplaire, c'est qu'il doit avoir une importance quand même. Tiens, je te mets là. Je te mets à aube étoile. On ne te voit pas. Je te mets un mortal. On te voit, c'est bien. Allez, on continue. On attaque. La mise en place. Ah ben ça, on l'avait vu. Je vais pas revenir dessus parce que lorsqu'on s'est lancé dans le tutoriel, il nous disait de pouvoir lire jusqu'à la page 11, ce qui représentait toute la mise en place du plateau. Alors, du plateau, non seulement plateau de jeu, mais plateau joueur. Avec, et je maintiens que c'est bien fichu, les rappels sur fond noir, ça, de points de règle qui sont à retenir. Bien, très très bien. Et là, on avait notre feuille de perso finale. Alors, j'ai conservé la fiche de perso de Moava telle qu'on l'a laissée à la fin du tuto, avec bah, surtout toute l'expérience qu'elle a gagnée. Il nous restait 2 pièces d'or et 3 ingrédients liés à la nature. Et puis nos objets que nous avions récupérés. On verra. Donc, on va passer page 12. Les héros du jeu. Ah ah! On avait vu ça, non? Ah ben voilà du fluff. Au moins sur les héros. Alors, les cartes héros, je les ai là. Lord Simmer. Où est-ce qu'il est, Lord Simmer? On va refaire connaissance. Alors, j'ai pas reprécisé, mais là, quand je fais maintenant, enfin maintenant, depuis plusieurs mois maintenant, quand je fais une découverte des règles, c'est vraiment de A à Z, hein. C'est le bouquin, page après page. Et puis, je prends le temps de m'arrêter sur des éléments qui peuvent me paraître très sympas. Bah, voilà quelque chose qui me paraît être très sympa pour cette Orsimer. Appelés aussi orques, les fiers habitants d'Orsimium sont réputés pour leur force et leur endurance. Leur maîtrise de l'artisanat est sans égale et leurs compétences martiales répandent la terreur dans le cœur de leurs ennemis. Donc lui, force et endurance. C'est pas force et honneur, force et endurance. Une fois par tour de jeu. Ah oui, alors, Moeva la Khajiit. Ouais, c'est ça, elle pouvait perdre 1 de santé pour gagner plus 1 dé en attaque furtive. Et elle commençait avec la carte griffe à la place des points. Lui en combat, il
peut perdre 1 de santé pour réussir une action offensive avec une arme à une main ou à deux mains, sans effectuer de test de compétence. D'accord, c'est une réussite automatique. Et puis alors après, on va pas détailler les compétences plus, mais il peut s'orienter sur armure lourde ou forgeage. Les altmères. Les altmères. Tiens, je te mets la carte là. Altmères. Le voici, un peu plus en détail. Il se la pèterait pas un peu, lui? Ou alors il est pas content. Oh, je suis pas content. Plus communément appelé haut elfe, la plupart des Altmères combattent sous la bannière du domaine Aldmeri. Toutefois, certains habitants de l'archipel de l'Automne contestent la politique du domaine et ont rejoint la Légion impériale ou vendent leurs services en tant que mercenaires. Les Altmères font partie des plus grands magiciens de tout Tamriel. Ah, j'aurais parié sur l'autre qui lance sa boule de feu. Eh bien non, donc haut elfe égale plus grand magicien. Capacité régalienne, en combat perdez 1 de santé pour récupérer toute votre magie. La fameuse Khajiit Moira, souvent dépeints comme des voleurs et des criminels, ces félidés originaires d'Elsewhere prospèrent comme marchands itinérants et diplomates. Leur furtivité, leur rapidité et leur agilité les rendent aussi redoutables sur le champ de bataille qu'à la cour. Notre gentille Mueva. Après les Nordiques, farouches et fiers, les enfants de Bord-de-Ciel jouissent d'une culture riche, emplie de légendes et de traditions. Ils sont connus pour être d'excellents artisans, combattants et conteurs. Ils sont divisés entre ceux qui souhaitent l'indépendance et ceux qui voudraient rejoindre l'Empire. Leur tempérament fougueux menace de plonger tout Bord-de-Ciel dans la guerre civile. Et eux, j'aime beaucoup parce que apparenté nordique. Pardon, apparenté viking pour moi. Ce sont des nordiques. Le gueulard, il a capacité cri de guerre en combat, perd des 1 de santé pour effectuer une action offensive sans être attaqué. Donc ça rejoint une action offensive. Ça va, c'est bien détaillé parce que là, on nous dit qu'on peut effectuer une action offensive, donc certainement soumise à test, alors qu'ici, on avait le mot-clé pour réussir une action offensive. C'est bien. Et puis, sa figurine. Voilà, enchanté. Nous passons au Dunmer. Dunmer originaire de Morrowind. Alors, la province de Morrowind. Les Dunmer, appelés également elfes noirs, sont souvent rejetés en bord de ciel. Cette exclusion les pousse à vivre en communauté et à se méfier des étrangers. Leur maîtrise de la magie et des talents martiaux en font de redoutables combattants et des alliés de choix. Donc ce sera une. Alors les figurines franchement sont bien. Sont plutôt bien. Après les. Un truc, j'avais même pas fait gaffe. J'allais vous dire, on a une coupe là sur le socle. C'est vrai qu'ils ont pris la peine de faire des socles texturés aussi. Le plus soft, c'est sur Mueva la Khajiit. On a un semblant de truc au sol là derrière elle. Mais ils sont texturés. C'est pas mal. Alors ce Dunmer, une fois par tour de jeu, aura enflammé. Il ou elle peut perdre 1 de santé pour infliger 2 dégâts de je ne sais pas quoi, symbole violet, à tous les ennemis et tous les personnages des joueurs. Ah, carrément. Il est con lui. Enfin. Spécificité, maîtrise de la magie et les talents martiaux. Hein. Donc là, on a un multiclassé. Et puis enfin, impériaux.
Il y a un bug. Il y a un bug, chef. Ah ouais, non. Alors si, pour moi, il y a un bug parce que, bah oui, je faisais pas un mini AVC, hein. J'étais encore là, mais là, on a la figurine de l'Impérial. On a bien un visuel d'Impérial, mais ici, on n'a absolument pas le même visuel. C'est ça ce qui m'a fait bugger. Venus de Cyrodiil, siège de l'Empire, les impériaux sont réputés pour leur magie curative et leur approche tactique et défensive de la guerre. Marchands expérimentés et diplomates rusés, ils sont souvent en porte-à-faux avec les autres habitants de Tamriel. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. Voilà l'explication. Je l'avais vu en plus dans l'autre vidéo qu'on pouvait retourner les cartes selon que nous sommes hommes ou femmes. D'accord, donc là on est femme. Ah bah ça m'a même pas percuté ici. Elle c'est une dame, lui c'est un monsieur avec sa figurine de monsieur. Bon, et figurine de dame aussi. Ok, ok, Lors Rimmer. Ah, il y a une distinction quand même. Masculin, féminin. Ah bah l'Altmer. Voilà pour le coup, le visuel correspond ni l'un ni l'autre à la figurine. C'est pas bien grave. Et la Khajiit, on est bon. Ah bah pour le coup, c'est un monsieur là. Sauf qu'on peut la mettre sur cette face-là. Bon, ça aurait été bien d'avoir les deux versions de figurines pour vraiment coller pile poil au choix. Là, je titille. J'avoue, je titille. Mais oui, il n'y a rien de grave. Ok, donc 6 héros avec une jouabilité différente, ne serait-ce que par leur pouvoir qu'ils ont tous. Vision nocturne, vision nocturne. Alors qu'on soit homme ou femme, on a le même pouvoir, c'est logique. Donc, mine de rien, on en a quand même 6. Avec aussi des orientations d'apprentissage différentes. Sauf que, sauf que, tout à l'heure j'ai dit une connerie. Alors, à partir du moment où on joue un Altmer, on sera obligé de s'orienter illusion et enchantement pour débloquer ces deux pouvoirs-là. Moi, qu'il y ait une règle qui nous dise le contraire un peu plus loin, mais un personnage ne pourrait avoir qu'une seule et même orientation. Avec 6 persos, franchement, il y a déjà de quoi faire, hein. Le guide de référence. Ah oui, on l'avait survolé ça. Alors ça va reprendre en fait les aides de jeu. Si je prends par exemple déroulement du tour, tac. Le premier joueur pioche une carte et résout une carte événement. Pour chaque menace sur la carte, on ajoute un jeton menace sur une carte pourvue du symbole menace ou sur le tableau des forteresses. Résoudre tout effet de jeu qui se produit avant de piocher une carte événement. Là, ils ne l'ont pas remis. Bon, c'est pas grave, on le retrouve là. Je préfère qu'on ait l'info sur la carte d'aide plutôt que ils nous le donnent dans le bouquin et qu'ensuite on s'en rappelle pas sur l'aide. Après, déplacer. Ah ouais, tous les joueurs se déplacent en même temps. Ah non, déplacer tout monstre errant que les règles du chapitre vous demandent de déplacer. Hmm. Et là, par contre, ils ne font pas référence aux monstres errants. Alors si,
résoudre tout effet du jeu qui se produit après avoir pioché une carte événement. Donc, on va quand même sur les premières parties avoir les deux pas loin pour être sûr de bien suivre. 3B chariot, si vous commencez votre tour dans une forteresse, on peut payer un septime pour aller d'une forteresse à une autre. Après, on attaque avec les actions du joueur. Ouais, bah c'est bien foutu. Ah, un rappel. Piochez des cartes. Si une carte vous demande de piocher une carte symbole vert qui ne se trouve pas dans le paquet numéroté, piochez la suivante. Par exemple, si vous devez piocher 340 et que cette carte n'est pas dans le paquet, on pioche 341. Si elle n'y est pas non plus, on pioche 342 et ainsi de suite. Ah d'accord. Les quêtes personnelles peuvent vous permettre d'acquérir de grandes récompenses et elles peuvent recevoir des pions menaces. Chaque joueur ne peut détenir qu'un maximum de 2 quêtes personnelles à la fois, exact. Pour tous les tests de compétences, il vous sera demandé d'effectuer des tests. Pour cela, lancez 3 dés de base, plus 1 dé si vous possédez la compétence demandée, plus 2 dés pour les compétences légendaires. Vous pouvez effectuer le test même si vous ne maîtrisez pas la compétence. Celle-ci vous octroie un bonus si vous la possédez. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de malus, ce sont juste des bonus qui viennent se rajouter. Et si vous échouez le lancer, vous pouvez pousser autant de fois que vous le voulez en payant la ressource indiquée dans le test. Oui, ça c'était relativement clair. Une chose par contre sur le plateau joueur, donc ici on a un visuel pour ce qui est de pouvoir pousser. Alors c'est quoi? C'est un tableau de 0 ou 1. On ne peut pas pousser. Si on a 2 ou 3, on peut pousser une fois. Et si on a une valeur de 4, on peut pousser une fois de plus. Bon, à voir comment ça fonctionne, ça. Guide de référence du combat. Ah la vache, bah même chose. C'est bien fait, ça. Combat, déroulement du round de combat. Les joueurs utilisent des potions et changent les objets équipés. Payez 1 en vigueur pour changer l'équipement. Les joueurs décident alors lequel d'entre eux va agir ce round. Le joueur choisi incline son personnage à 90 degrés. Un joueur dont la carte personnage est inclinée ne peut pas être choisi lors de cette étape. Eh ben oui. Déroulement du round de combat. Ok, ensuite on lance les dés de l'ennemi. Ne résolvez pas encore le lancer. Lancez le dé d'ennemi pour votre acolyte si vous en avez un et résolvez-le immédiatement. Ensuite, choisissez l'action que vous allez effectuer, ou bien de l'offensif, ou bien du défensif, ou bien une action spéciale. Action offensive, c'était ça ce qu'on a vu tout à l'heure. En combat, l'orque peut perdre 1 de santé pour réussir une des actions offensives. D'accord. Alors que le nordique, il perd 1 de santé pour effectuer une action offensive sans être attaqué. Ok. Donc après s'être fait attaquer en phase 2, on peut choisir ou bien de riposter tout de suite, ou bien de faire de la défense, ou bien une action spéciale. Ok. Hmm. Par contre, ne résolvez pas encore le lancer. À quel moment on résout le lancer de l'ennemi? Ah d'accord, résolvez l'action de l'ennemi. Si on fait une action spéciale. Si on fait une action de défense. Si le lancer est réussi, annulez les dégâts que vous inflige l'ennemi.
Eh ben oui, c'est du défensif. Sinon, résolvez l'action de l'ennemi. Ah ouais, alors résoudre l'action de l'ennemi, ça veut dire on applique en fonction de notre résultat de dé, rouge, on résout ce qu'il nous fait, ou bien un piétinement, un écrasement, une mutilation. Mutilation si c'est le symbole tête de mort. Ok. Alors si je veux faire une action offensive. Ah bah oui, on résout l'action de l'ennemi tout de suite, donc je me prends les dégâts et ensuite je l'attaque. Et bah sans déconner, c'est bien pensé. Et c'est logique en plus. On va croire que je prenais les créateurs pour des teubés, mais non, franchement, c'est encore une règle que je trouve bien pensée. Et c'est logique. Si je vais être offensif, bah, je me prends les dégâts, j'attaque, je fais mon action. Si je me défends, je tente une parade et ensuite, si j'ai échoué, je me prends les dégâts. Si je fais une autre action, je la résous, mais je me prends les dégâts. Ah ouais. Et en 9, on a un nouveau round de combat commence. Si toutes les cartes personnages sont inclinées, redressez-les dans leur position d'origine. D'accord. Ok. Bon, à bien se remettre en tête en fonction de ce que l'on va faire ou pas. Et surtout ici, ça reprend l'ensemble. Les joueurs actifs lancent le dé d'ennemi, d'accord, sans en résoudre l'effet. Le joueur lance son dé d'ennemi pour son compagnon et en résout l'effet. Enfin, son acolyte, ils appellent ça. Et ensuite, on choisit une action. Alors, oui, après, à lire comme ça peut être clair, mais je préfère un chouette visuel où c'est très bien séparé, c'est plus parlant. Ça pourrait vouloir dire photocopie de cette page-là, bien sûr la photocopie couleur du glossaire des symboles. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, les dégâts subis par les joueurs. Quand un joueur subit des dégâts, sa piste de santé rouge est réduite du montant de dégâts infligés par l'ennemi. Tout à fait. Si l'armure du joueur encaisse la totalité, le personnage est déstabilisé et perd quand même 1 en vigueur. Ah oui, c'est ce qu'on a vu, ce que j'évoquais avec l'histoire de l'armure de l'ours au début. Correspondance des symboles. Le symbole de l'attaque doit correspondre à celui de l'armure de l'ennemi. Correspondance des symboles. Retirer la valeur d'armure des dégâts subis. Ce qui reste constitue les dégâts effectifs. Si l'ennemi ne possède pas d'armure correspondante, infligez-lui la totalité des dégâts. Comme ici avec la dague de fer. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. On a ce symbole-là du diamant, du triangle. Si il possède comme le vasar. Ah non, le vasar c'était une armure avec une hache. Ok. Alors je dis ok. Ça méritera de bien relire ça tranquille. Si votre attaque comporte plusieurs symboles, par exemple 5 en H et ou épée, vous pouvez choisir quel symbole va affecter l'ennemi. Si l'attaque d'un ennemi affecte plusieurs types d'armure, il choisit toujours celui qui va infliger le plus de dégâts. Ça au moins c'est simple, on morfle au maximum. Dégâts subis par les ennemis. Les ennemis ne possèdent pas de piste de santé.
Ils subissent des dégâts directement sur l'armure correspondante. Une attaque... Ah oui, je crois que c'était armure lourde, ça. Je vérifie. Dégâts lourds. C'est bien ça. Donc, une attaque dégâts lourds va affecter l'armure lourde de l'ennemi, le rendant ainsi plus vulnérable aux attaques d'armure lourde. Ça me paraît logique. Bon. Si l'ennemi ne possède pas de piste d'armure qui correspond à l'attaque, le joueur choisit quelle piste d'armure il réduit. Quand une piste est réduite en dessous de 1, retirez le cube d'armure correspondant de la carte. Quand tous les cubes ont été retirés, l'ennemi est vaincu et éliminé du combat. Si l'ennemi tué était issu du paquet donjon, placez sa carte dans la défausse du paquet correspondant. D'accord, donc on a vu tout à l'heure dans nos animaux qu'on avait quelques cartes avec 2 valeurs d'armure différentes. Par exemple, Givrépine. Ah, attendez, en parlant d'animaux, j'ai Tachon qui miaule. Pourquoi tu miaules, toi? T'as quelque chose dans la gueule ou pas? Non. Bon, tout va bien. Je me méfie parce que de ce temps-là, je vous dis pas, entre les lézards et les souris. Une hécatombe. Donc oui, notre Givrépine géante spider. Ils n'ont pas traduit ça. Enfin, ils ont fait de la traduction de bâtard. C'est une araignée Givrépine géante, dans le bon ordre. Elle a 2 valeurs d'armure, donc on aurait un cube. Alors oui, moi j'avais choisi de prendre l'option sur les trombones. Il en faudra plusieurs dans ce cas-là. Elle a une valeur d'armure légère et un seul cube en armure lourde. Donc il va falloir bien taper pour la virer. Enfin, pour virer les deux valeurs d'armure. Mais je pense pas que ce soit des combats qui vont trop s'éterniser, hein. Ok, et alors coup final. Si la piste coup final d'un joueur est réduite. Ah oui, alors ça, je voulais vraiment voir ce que c'était. On a notre valeur de coup final ici. Donc si c'est réduit à 1 ou moins, en une seule attaque, il passe en coup final. Tout dégât supplémentaire de la même attaque est ignoré. Par exemple, un joueur doté de 3 de santé qui subit 5 dégâts réduit sa santé à 1. Quand un joueur en coup final se voit infliger un quelconque montant de dégâts, il subit une blessure critique et il est retiré du combat. Donc si on arrive là et qu'on resubit une autre blessure, on passe en critique, on est évincé. Et en solo, est-ce que ça signe notre arrêt de mort? Non, je ne pense pas. On verra. On pense à remettre la caméra qui va bien. Furtivité, désamorçage et embuscade. Seulement le premier round de combat. Ça, on l'avait vu. Option de furtivité. Alors, tous les héros ne vont pas l'avoir, hein. C'est principalement notre Khajiit qui possède cette option. Grâce à sa vision nocturne en combat, perdez 1 de santé pour gagner en furtivité. Un dé supplémentaire. Lors du premier round de combat, vous pouvez tenter une approche furtive. Ah oui, n'est pas obligé. Effectuez un test de furtivité avec 3 dés de base, plus 1 dé pour chaque mot-clé furtivité sur nos cartes équipées, plus 1 dé si on possède la compétence furtive, plus 2 dés si c'est une compétence légendaire. Alors, comment on voit si c'est légendaire ou pas? Ah, d'un côté on a un seul plus, de l'autre côté on a 2 plus. Ça doit être ça le distinguo. Normal ou légendaire. Donc on lance notre pool de dés. Si le test est réussi, choisissez une action offensive de l'un de vos objets équipés et résolvez-la
sans lancer les dés. Ah bah oui, on va pas relancer 2 fois les dés. Si mon attaque furtive est réussie, je choisis une de ces 3 actions offensives. Enfin là, en l'occurrence, il n'y en aurait que 2, sur la dague de fer. Bien. On peut aussi tenter des désamorçages de pièges quand on est face à une carte piège, comme par exemple ce piège à ours. Vous pouvez tenter de le désamorcer lors du premier round de combat. On fait un test de crochetage, 3 dés de base, auquel on rajoute des dés supplémentaires en fonction de l'équipement ou de compétences. Si le test est réussi, il est considéré comme vaincu. Bram, ça dégage. Par contre, si on n'arrive pas à le désamorcer, bah là on va subir l'attaque du piège en lançant le dé rouge. Là on voit qu'on a tous les symboles du dé rouge, donc on lance le dé rouge. Ah bah non, c'est automatique puisqu'on a tous les symboles. Ah, quoique, résolvez l'attaque du piège. On a un symbole des rouges, donc il faut le lancer parce qu'on a peut-être une chance de passer au travers. Il peut être pas mal. Sinon, tous les autres symboles, ça nous provoque un étau avec 3 dégâts lourds et 3 dégâts légers. Mhm. On peut faire aussi une embuscade. Ah non, c'est l'inverse. Lorsque vous affrontez un ennemi doté du trait embuscade, celui-ci va automatiquement résoudre son action des rouges lors du premier round de combat. Si le premier joueur a réussi son test de furtivité, l'embuscade est annulée. Dans le cas contraire, le premier joueur qui devrait agir ne peut effectuer aucune action au cours de ce round de combat. Embuscade. Alors, je vais plutôt aller dans la pioche des humains pour trouver ça. Ah ben voilà, les cartes sont très chouettes. Archer bandit. Il peut nous faire une embuscade, ce fumier. Ah ah! Ah oui, quand même! Berserker, bandit. Gardien, bandit. Chef, bandit. Magister Palmer, embuscade. D'accord, donc il y a 4 ou 5 humains qui peuvent nous empêcher de les approcher furtivement. Rappel. Test de compétences et test de combat. La plupart des actions de combat sont des tests de compétences. En conséquence, si vous réussissez, non, soit vous réussissez, soit vous échouez. Vous ne cumulez pas les succès. Par exemple, si une action est dotée d'une difficulté de un cercle pour infliger 2 dégâts lourds, obtenir 3 cercles n'infligera que 2 et non pas 6. Oui, d'accord, on ne cumule pas. Ah, c'est pas bête de le rappeler. Ouais. Commencez la partie. La première fois que vous vous lancez dans Skyrim, il est conseillé de commencer par le livret de scénario et tutoriel, que vous trouverez également dans cette boîte. Le jeu comprend 2 campagnes. La première, les Lames. Cette campagne se situe 25 ans avant les événements survenant dans le jeu vidéo. Quelques membres des Lames ont survécu à la Grande Guerre en Sidoril et se sont réfugiés en bord de ciel. Hélas, les horreurs du conflit marchent dans leur sillage, et ils vont devoir affronter de périlleux dangers pour sauver leurs compagnons. Et la deuxième campagne, c'est une guerre civile. La campagne commence avant la mort du haut roi de Bord-de-Ciel. Les héros des Lames de la première campagne sont aujourd'hui plus âgés et ont réussi à refaire leur vie dans la province en dissimulant leur identité et leur allégeance. Un sombre complot va les forcer à sortir de leur retraite afin de sauver Bord-de-Ciel de la destruction. Ok. Ah oui, c'est vraiment
2 mini-campagnes très distinctes. Une fois le tuto terminé, il est conseillé de commencer par la première campagne, les lames. Lorsque vous commencez une nouvelle campagne, lisez la mise en place de celle-ci et ajustez le plateau de jeu et ceux des personnages en fonction des instructions. Logique. Chaque joueur choisit une couleur, prend les marqueurs quêtes correspondants. Il décide qui sera le premier joueur, en décision commune ou aléatoirement. Bon, si c'est aléatoire, chaque joueur lance des dés et puis on départage. On s'en fout. Suivez les règles de mise en place détaillées dans le livret de scénario. Lisez ce livret et lancez-vous. Ok, structure du tour de jeu. Résumé. Premier joueur pioche et résout une carte événement. Tous les joueurs se déplacent. Peu importe l'ordre. Chaque joueur effectue une action. Premier joueur commence, puis dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut se rendre au marché, on peut gagner un niveau, et on fait tourner le jeton premier joueur. Fin du tour. Ah oui, se rendre au marché, ça faisait partie des actions gratuites, enfin non, des actions supplémentaires que l'on pouvait opérer en plus de notre action qui était de faire une rencontre en ville ou en nature, faire une interaction spécifique dans une forteresse ou sur un lieu, notamment par rapport aux quêtes principales ou aux quêtes annexes. Ouais, c'est ça. Et alors, maintenant donc, on va voir pour l'histoire de la pioche d'événements. Au début du tour, avant quoi que ce soit d'autre, le premier joueur pioche une carte événement. Cette carte va déclencher une situation qui affecte tous les joueurs. Un bon paquet de cartes événements quand même, hein. Une fois résolu, un événement est placé dans sa défausse. Si en cours de jeu le paquet événement vient à être épuisé, on remélange pour en former une nouvelle défausse. Ok. Paragraphe sur les monstres errants. Alors, nos fameux monstres errants, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 différents. Ils m'ont l'air balèzes, hein, quand on voit les noms là, des vampires, des dédras, des trolls, les dragons, les justiciars Talmor et les adeptes d'Unmer. Ah, c'est ça le terme Talmor que j'avais vu et je m'étais dit, mais déjà moi personnellement je me rappelle pas ce qu'est un Talmor. Et c'est là où j'avais pensé qu'un petit bouquin ou des pages de background auraient été vraiment sympas. Alors, pour les monstres errants, les régions sauvages de bord de ciel abondent de féroces créatures et de forces hostiles. En cours de partie, plusieurs effets vont forcer les joueurs à placer des pions monstres errants. Un joueur dont le déplacement passe par une case occupée par un monstre errant doit s'y arrêter et l'affronter. Si un pion se déplace dans une case occupée par un joueur, le joueur ne peut plus se déplacer et doit affronter le monstre lors de son tour. Ça va, c'est basique, hein. Si le troll vient sur l'impérial, boum, combat. Lorsqu'il affronte un monstre errant, le joueur doit consulter le numéro de la rencontre qui apparaît et prendre la carte correspondante dans le paquet numéroté. Par exemple, le numéro indiqué sur Dragon est 339. Il prend la carte 339 dans le paquet numéroté. Alors, je vais voir 367. Il nous parle du paquet numéroté. Ça va être ce paquet-là. C'est tous ces paquets-là. Combien j'ai dit? 367. Je check parce que
On a, je vous le rappelle, un range-cartes avec beaucoup de cartes numérotées. Et si je veux le 367, ce serait le dernier paquet que je vais ouvrir. Et on va aller regarder la carte 367 pour être sûr que c'est bien ce paquet-là et non pas le paquet statut. Il n'y en a pas 50. 66, 367, c'est bien ça. Boum! Boum, boum, boum. Comment t'as réussi à passer, toi? Je parle à Boosty. Ah oui, non. Il vient de roupiller de la chambre. Je croyais qu'il venait de dehors. Alors que j'ai calfeutré la, la baie vitrée. Bon, ok. Donc c'est bien ça. Si on doit affronter un monstre errant, on récupère sa carte. Sachant que chaque monstre, enfin, chaque catégorie de monstre errant possède systématiquement le même numéro 1. Tous les trolls vont avoir 367. Tous les vampires, ce sera la carte 376, etc., etc. Il a deux valeurs d'armure différentes, lourde et légère. On peut lui faire une attaque furtive. Et, et il est balèze parce qu'il utilise 4 symboles pour nous faire un écrasement et 5 dégâts lourds. Oh la vache. Ok. Certains pions monstres errants comme les vampires, les trolls ou les dédras comportent 2 rencontres différentes, une sur chaque face du pion. Ah pardon. Ah pardon. Eh ben vous voyez, ça m'a fait mentir. Excellent. J'aime bien supposer plein de trucs et puis me faire renvoyer dans mes buts après. Donc 367, 368. Ah, il y a un semblant de rejouable. C'est ce qu'ils nous ont dit les vampires et les dédras. Vampire, ce serait ou 376 ou 366. D'accord. L'une étant généralement plus facile que l'autre. Ah oui. Lorsqu'un tel pion est mis en jeu, le premier joueur le lance à pile ou face. Ok. Si vous utilisez les figurines à la place des pions, gardez ces derniers à portée de main. Quand vous affrontez un monstre errant, examinez son pion. S'il possède un numéro de chaque côté, lancez le pion à pile ou face. Ok. Après avoir résolu une rencontre avec un monstre errant, ou bien en le combattant, en fuyant, ou d'une quelque autre manière que ce soit, le joueur peut déplacer sa propre figurine sur une case adjacente, du moment qu'aucun monstre errant ne s'y trouve. Et on remet ensuite la carte dans le paquet numéroté. Ouais, d'accord. Bien. Les monstres errants apparaissent généralement à la suite d'une carte événement ou une carte quête, et peuvent sérieusement gêner la progression des joueurs. Mais c'est bien, ça amène un peu de vie sur le plateau. Selon la situation, ces ennemis vont se déplacer soit pour poursuivre les joueurs, soit pour tenter de détruire des forteresses. On distingue 2 types de déplacements de monstres errants. Alors, déplacement vers la forteresse la plus proche. Si plusieurs forteresses sont à égale distance, le premier joueur décide. Ok. Les monstres errants ne considèrent pas les forteresses en révolte comme des objectifs. Ah oui, quand on est au maximum de la menace pardon, sur une forteresse, ils l'ignorent. Par conséquent, si la forteresse la plus proche est en révolte, le monstre se déplacera vers la plus proche suivante. Ou bien, il va se déplacer vers un joueur. Il peut s'agir soit du premier joueur, soit du joueur le plus proche. Ok. Si la figurine du premier joueur ne se trouve pas sur le plateau, le monstre errant ne se déplace pas. Ah ouais. Mais sinon, il va vers la figurine du joueur le plus proche.
En cas d'égalité, c'est le premier joueur qui décide. Dans l'une ou l'autre des situations, un monstre errant se déplace d'une seule case sur le plateau, sauf indication contraire. Il ne peut jamais y avoir plus de un monstre errant par case. Ah oui, d'accord. Ah, je croyais qu'ils allaient dire plus d'un monstre errant du même type à la fois, ce qui m'aurait arrangé. Si à la suite d'un déplacement, deux monstres errants devaient se retrouver sur la même case, le monstre qui se déplace s'arrêterait sur la case précédente. Ok, donc la règle sur les monstres errants est pas du tout imbuvable. C'est clair. Et on a dit 6 types de monstres errants différents avec 3 d'entre eux qui possèdent des cartes plus fortes. Dragon, ça doit être quelque chose. Hein. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ok. Après, ça fait combien de temps? 1h06 déjà, ai-je envie de dire. Bon, on va continuer, hein, tranquille, c'est dimanche, pas de panique. Ça, il faudra que je l'arrange tout à l'heure. Maintenant, on va voir comment nous nous déplaçons sur le plateau. Alors, ça, on verra plus tard quand on y fera référence. Je vais reprendre Mueva, notre Khajiit. On met sa carte sur notre plateau joueur. Ok. Puis Mueva, elle est à mortal. Après avoir pioché la carte événement, les joueurs vont déplacer leurs figurines sur le plateau. Cette étape peut être effectuée simultanément par l'ensemble des joueurs. Oui, tous les joueurs peuvent se déplacer en même temps ou dans l'ordre de leur choix. À ce stade, ils peuvent discuter afin de prévoir leur prochaine action, forger des alliances et mettre en place une collaboration fructueuse. Ah oui, on peut avoir un semi-coop en fait. Chaque joueur peut déplacer sa figurine d'un maximum de 4 cases en suivant les routes. Certains effets de jeu peuvent augmenter ou réduire ce chiffre. Par exemple, un cheval augmente de plus une case. Les chariots, la règle, on se rappelle, on est dans une châtellerie, par exemple à Mortal, je dépense un septime par frontière avec une autre châtellerie que je vais franchir. Et c'est pas un septime par case. Sinon, si j'y vais à pattes, c'est jusqu'à 4 cases max. Pas de souci. La règle donc sur les chariots, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. 1, 2, 3, 4. 1. Ensuite, les actions. Une fois que tout le monde s'est déplacé, chaque joueur accomplit son tour dans l'ordre en commençant par le premier joueur. Et on y va dans le sens des aiguilles d'une montre. Chaque joueur peut effectuer une action et s'il se trouve dans une forteresse, se rendre au marché. Donc c'est bien ça, c'est vraiment une action bonus quand on est dans une forteresse pour aller marchander. L'interaction avec le texte d'une carte par le biais d'une action est appelée une rencontre. Et un joueur peut effectuer des actions suivantes. Donc une seule action parmi celles-ci. Explorer un secteur si on se trouve dans une forteresse ou sur une case de nature, auquel cas on pioche ou une carte forteresse ou nature. Comme action unique, je peux accomplir une quête, pour peu que je me trouve dans le lieu spécifique de celle-ci. Ok. Ça peut permettre de commencer la quête ou essayer de la terminer. Comme action unique, on peut explorer un donjon si je me trouve sur une case grotte, mine, ruine. Ah, avant de les s'en rappeler. Ah oui, tombe, mine, grotte, ruine et cité d'Ouémer. Il
peut entrer dans le donjon, affronter les ennemis qui s'y trouvent et essayer de trouver les trésors. Comme action unique, après mon déplacement, je peux faire une rencontre avec un monstre errant. Ok. Et une fois qu'on a fait notre action unique, si on se trouve dans une forteresse, on peut se rendre au marché. Et là, ils disent bien également. Afin de vendre ou d'acheter des objets, d'acquérir des ingrédients, façonner un équipement, améliorer ou enchanter des objets, rien que ça. Se rendre au marché n'est pas une action. Le joueur peut donc y aller en plus d'accomplir une quête ou d'explorer le secteur. Alors, vendre. Si par exemple, Moira voudrait vendre sa robe usée, je crois que ça va être mal barré, sont vendus au prix indiqué sur la carte. Bon, très bon exemple, puisque là, on n'a pas de valeur en pièces. Par contre, pour la dague de fer, on voit qu'on a 2. Vous pouvez vendre autant d'objets que vous le souhaitez. Ah, alors, ça c'est bien, c'est vendu au prix indiqué. Il n'y a pas de divisé par 2 arrondi au truc supérieur. Ça, c'est chiant. Les objets vendus sont remélangés dans les paquets correspondants. Bien sûr. On peut aussi acheter des objets une fois par tour. Le joueur doit d'abord vérifier les objets qui sont en vente dans cette forteresse. Le tableau des forteresses situé dans le coin supérieur droit indique les paquets disponibles. Ah oui, c'est vrai. Là, on a les différents symboles. Voyons voir. Le joueur choisit un paquet, paye 1 septime et pioche une carte. Si on a la compétence éloquence, on peut piocher une carte supplémentaire. Si on veut voir plus d'articles, on repaye 1 septime pour piocher une nouvelle carte. Pas de limite à la pioche. Par exemple, un joueur situé à Solitude peut payer 1 septime pour piocher une carte. Des paquets, on a dit à Solitude, de tous ces paquets-là. Alors, les symboles, on a quoi? Paquet marché de l'ombre en vert, paquet marché de sorcellerie en violet et paquet marché de puissance en rouge. Alors puissance, ça contient des boucliers, des armures lourdes, des armes à une ou des armes à 2 mains. Le paquet de l'ombre en vert contient principalement des dagues, des armures légères et des arcs. Et en violet, pour la sorcellerie, c'est principalement des sorts, des potions et des robes. Alors ils sont où ces paquets-là? Ah, c'est ça. Ouais, il y en a combien? Il y en a 2, 4, 6, 8, 10. C'est pas délirant, hein. Aurait pu doubler largement, hein. 20 cartes dans chaque catégorie, ça aurait été quand même bien. Donc tout ça, ça va en fait du côté de... Ouais, c'est ça. Je pourrais mettre ça dans un porte-carte pour les avoir cet endroit-là. Alors mettons, je me pointe dans une forteresse, j'ai fait une rencontre, ça s'est bien passé, j'ai gagné de l'argent. Je me dis, bah tiens, en plus, je vais me rendre au marché. Je suis à Fayez. Ah ouais, alors attention. Fayez, ça m'intéresse pas parce qu'à Fayez, on ne peut pas acheter du matériel type armure ou arme. Pour ça, il faut aller à Blancherive, Morcade, Vendôme, Aubétoile ou Solitude. Donc ça peut avoir un impact sur nos déplacements et sur la notion de ne pas perdre trop de temps. Alors, je fais la réflexion de dire ça fait pas beaucoup. Dans les cartes des paquets aventure, on va aussi, je suppose, pouvoir trouver du matériel très intéressant. Quoique, c'est pas le même format.
les cartes aventure, ce sont des formats normaux, c'est mieux. J'espère qu'on va pouvoir se booster en plus des petits achats possibles. Et j'en arrive à la règle que j'ai évoquée et que je n'appliquerai pas. J'ai évoqué ce point de règle lors du déballage parce que pour avoir regardé une ou deux vidéos qui parlaient du jeu avant sa sortie, j'avais en tête que oui, on était obligé de payer une pièce d'or juste pour avoir accès à une carte. Là, en l'occurrence, casque en fer. Derrière, je peux l'acheter au prix de 5. Si je veux voir du matériel supplémentaire, je repaye une pièce. Waouh! Hache d'armes d'acier, ça m'intéresse ou pas? Je pourrais l'acheter au prix de 6. Ben moi, cette règle-là, je la trouve complètement idiote et abusée. Ou alors, ça veut dire que tout ce que l'on peut acheter, c'est tellement des objets de grande puissance que on est des gens privilégiés. On est obligé de mettre la main au porte-monnaie pour pouvoir les voir. Ou alors, c'est une façon de nous faire dépenser notre or parce qu'on sait qu'on va en gagner beaucoup. Donc les créateurs se sont dit, ben non, 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 il va falloir qu'ils dépensent automatiquement. En tout cas, j'ai pas la réponse. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé ce genre de règles que je trouve anti-roleplay au possible? Alors comment je l'adapte? Parce qu'il faut pas oublier que la compétence éloquence peut nous permettre de piocher une carte supplémentaire. Hein. Bah moi je crois que je vais dire, c'est tout bête, hein, j'arrive, je prends une carte au hasard. C'est bien ça de toute façon, c'est une carte au hasard. Hein. Ouais, et pioche une carte. Donc je pioche une carte gratuitement. Ça me plaît pas. Ou bien j'ai éloquence, j'en mets une gratos à côté, ou alors c'est là où je pourrais commencer éventuellement à payer. Faut voir. Vraiment, faut voir dans l'application. Ah bah tiens, c'est l'occasion de regarder le type d'équipement qu'on peut acheter. Hein. Hache d'armes d'acier. C'est une arme à une main qui peut permettre de faire une parade. Ah oui, alors on le voit là. Ce symbole-là d'épée avec une seule main qui la tient, contrairement à la hache d'armes orque où on voit qu'on a deux mains qui tiennent. Les prix ont l'air assez élevés quand même. 5, 6, 7, 7, 6, 6. Ah ouais, ok. Donc, il n'y en a pas beaucoup de disponibles à l'achat. Il y a peut-être une raison quand même. Elle serait assez balèze. Ok. Au marché, on peut aussi acheter des ingrédients qui sont distingués au nombre de 3. Donc on a des gemmes, on a... C'était quoi déjà? Des plantes, du minerai et des gemmes. Du minerai, des plantes et des gemmes spirituelles. Chaque ingrédient coûte 5, à moins que la forteresse ne spécifie un prix différent, c'est-à-dire... Ah ouais, ok, à Épervine, si je veux acheter du minerai, ça coûte pas 5, mais ça coûte 6. Si je veux acheter une plante, ça ne coûte pas 5, mais 4, c'est moins cher. Par contre, les gemmes spirituelles sont plus chères, comme le minerai, ça coûterait 6 au lieu de 5. Ah ok. À Blancherive, par contre, on a le symbole multi-ingrédients qui a un prix de 4. Blancherive, ils sont sympas. Hein, à Mortal Kombat, on voit qu'on ne peut pas investir dans des gemmes spirituelles. Ouais, mais alors dans ce cas-là, on peut pas investir dans du minerai non plus. Ah si, c'est juste que le minerai,
coûterait 5 le prix classique. L'ingrédient nature coûte que 4, mais à Mortal, on n'a vraiment pas de dispo sur les gemmes spirituelles. C'est bizarre, c'est la seule contrainte d'achat sur les gemmes spirituelles. Ah, qui peut être logique, dans le sens où du minerai ou des ingrédients de nature sont assez classiques en fait. Ok. Au marché, on peut faire aussi de l'artisanat, une fois par tour. Toutes les cartes du paquet équipement peuvent être façonnées au marché. Les cartes du paquet équipement, oui, c'était ça, c'était ces cartes-là, et puis c'est inscrit en bas à gauche. Le prix est de 2 minerais ou 2 ingrédients nature ou 2 gemmes spirituelles selon l'objet. On doit dépenser ces ingrédients, aller chercher la carte façonnée dans le paquet objet et l'ajouter à ses possessions. Ah non, 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 là je vous dis une connerie, je suis en train de parler d'amélioration ou d'enchantement. C'est faux ce que je dis. On peut façonner des objets du paquet équipement. C'est lequel? Ah, c'est ça. Forgeage. Artisanat 2. Paquet équipement, ce serait plus celui-ci. Ah, t'as un index, espèce de bourrique. Bourrique de Friedrich. Carte objet, zone sauvage, ville, statue, rencontre, donjon. Ah bah non, ils l'ont pas détaillé. Mais bon, ça me paraît logique puisque j'ai dit quoi? Le prix est de 2. Artisanat. Si. 2 minerais. 2 gemmes spirituelles. Ouais, voilà, 2 plantes pour une potion de soin. Donc pour façonner un objet, le joueur doit défausser les ingrédients requis. Il peut ensuite chercher la carte façonnée dans le paquet objet et l'ajouter à sa possession. Ou alors ça s'achète. Ça s'achète aussi. Bien refaire le distinguo sur les paquets. Est-ce qu'ils ont pensé à nous le noter d'ailleurs? Ah bah ouais, paquet équipement. Bah c'est bien foutu le glossaire, les gars. Symbole équipement, on l'a là, donc c'est bien ce paquet-là. Pas d'ambiguïté, c'est cool. Donc ça, c'est pour l'artisanat. Il y en a un bon paquet quand même. Au marché, on peut aussi améliorer ou enchanter des objets. Alors ça, c'est ce qu'on a vu, la connerie que j'ai racontée tout à l'heure. Si je veux améliorer ou enchanter des objets, c'est avec ça. Et avec les cartes enchantement ou amélioration. Sinon, au marché, on peut acheter un cheval. Ça coûte, waouh, 10 pièces. On acquiert le jeton chevacal. Et quand on le possède, on se déplace de +1. Alors j'aurais tendance à, pour ne pas l'oublier, puisqu'ils n'ont pas fait de figurines montées, bon après ça a un impact sur les coûts de fabrication. Tiens d'ailleurs en parlant de coûts, le jeu il est quand même à 120 voire 130 €. Alors oui, le matos est très joli, mais c'est quand même pas donné. De toute façon, le prix de ce type de jeu maintenant, en dessous de 80 €, je crois qu'il va falloir se rasseoir. Même pas la peine d'y penser, les prix ont vraiment subi une sacrée augmentation et généralement on dépasse la centaine d'euros. Bon, mais toujours est-il que moi, ce que je voulais dire, c'est que vu qu'il n'y a pas de figurine montée, pour s'en rappeler, bah ça va être dommage de spotter un truc comme ça. Ah, pas de peau. Pas de peau, pas de peau, c'est la même taille que le socle.
Petit côté pour le mettre derrière, ouais. J'ai bien des figurines de chevaux issus d'autres jeux, hein. Mais je pense que ça gâcherait. Faut juste se rappeler qu'on a un cheval. Alors, plus un déplacement, ouais. En multi, c'est machinal parce que d'un joueur à l'autre, on a tendance à se le dire. En solo, faut pas oublier. Bah, le jeton à côté de la figurine, et puis voilà. Ok, alors, en conclusion pour le marché, vous pouvez y accéder à tout moment après votre déplacement. Par exemple, un joueur situé à Vendôme pourrait, lors de son tour, se déplacer, explorer le secteur, accéder au marché, ou se déplacer, se rendre au marché, puis explorer le secteur. L'important, c'est de le faire après le déplacement. Déplacement obligatoire. Un encart sur l'échange possible entre les joueurs. S'ils sont sur une même case, ils peuvent s'échanger librement des objets, de l'or ou des ingrédients. Les cartes statut, expérience, acolyte ne peuvent pas être échangées. On ne peut pas échanger au cours d'une rencontre. On peut le faire entre deux rencontres d'une même série. Alors, de mémoire, ce qu'ils appellent une rencontre, c'était par exemple, dans le tuto, on avait fait une rencontre avec le combat là. D'abord, on avait affronté le Vazar. Après, on avait affronté pas le piège à ours, on avait affronté un ours. Et ça, je crois que une carte ennemie égale une rencontre. Donc là, on a deux rencontres, donc on pourrait échanger entre les deux. Par exemple, si deux joueurs explorent ensemble un donjon, l'un peut donner des objets à l'autre entre les différentes rencontres de ce donjon, mais pas pendant un combat. C'est bien ça, Friedrich, t'as tout compris. Bien. Châtellerie et forteresse. Alors on va en finir avec ça. Puisque là, on nous parle des châtelleries et forteresses, les forteresses et leur dégradation, et on arrive à la fin du tour. Ce sera parfait. On va se garder pour une autre vidéo un redémarrage avec les cartes événements. Donc, les châtelleries et les forteresses. La province de Bordeciel est divisée en 9 régions appelées châtelleries. Chacune d'elles offre un large éventail de sites que nous pouvons explorer. Chacune possède également une forteresse, la cité la plus importante de la région. Chaque châtellerie est gouvernée par un jarl et possède ses propres lois. Chaque forteresse est dotée de caractéristiques particulières. Alors, on va commencer par trouver Aubétoile. Aubétoile est là-bas, au nord. Aubétoile, les achats possibles sont dans le paquet armure, enchantement. Le minerai coûte 3. Les ingrédients nature et les gemmes coûtent 6. C'est bien ça. Ah ouais, en fait, ça reprend tout bêtement, ça là, ça reprend pile poil le tableau que l'on a en haut à droite. Bon, c'est bien, j'y rejetterai un coup d'œil pour être sûr de mes raisonnements de tout à l'heure. Par exemple, la Mortac, les achats possibles dans le paquet rouge, oui. Le minerai coûte 4, oui. Et les autres ingrédients coûtent 5. Effectivement, on n'a pas les symboles des autres ingrédients gemmes et nature, parce que par défaut, ils coûtent systématiquement 5. On est bon. Maintenant, les forteresses et les dégradations. Bon, là, ça va être une redite de ce qu'on a déjà vu dans le tuto et de ce qui est bien marqué ici. Dans Skyrim, les forteresses ne sont pas toutes identiques et vont évoluer en cours de jeu. Chaque forteresse propose son propre marché avec des prix différents. Toutes ces informations sont indiquées là, dans le coin supérieur. Pendant la partie, certaines forteresses pourront subir les ravages de la guerre, être attaquées par des monstres errants, voire fermer leurs portes. Dans de telles situations, la forteresse est dite dégradée.
Pour représenter cet état, les joueurs vont placer des menaces sur le plateau. La première fois qu'elle est dégradée, elle se voit attribuer un pion menace sur sa case. Elle est considérée comme étant en crise. Les joueurs ne peuvent plus se rendre au marché de cette forteresse. Quand une forteresse est dégradée une deuxième fois, elle reçoit un deuxième pion menace et elle est considérée comme être en isolement. Le Jarl a fait fermer les portes de la ville et les visiteurs doivent s'acquitter d'une taxe pour y entrer en payant 5 pièces d'or, 5 septimes. Là, ça me paraît logique. Une ville en isolement, on paye un droit d'entrée, pas de souci. Et enfin, dans son troisième état de dégradation, elle peut être en révolte. Ses effets sont cumulatifs. Le conflit qui ravage la cité s'étend dans toute la province, semant la destruction dans toute la contrée. Chaque tour de jeu après la pioche d'un événement, un nouveau jeton menace est ajouté sur une autre forteresse ou sur une carte qui peut encore en accueillir. Et ce tant que la forteresse est en révolte. Ah ouais. En révolte, au maximum, on ajoute une menace à chaque tour, après qu'on ait découvert un nouvel événement. C'est chaud. Cet effet peut se produire plusieurs fois si de multiples forteresses sont en révolte. Il est donc important que les joueurs surveillent l'état et les empêchent de passer en révolte, faute de quoi la situation pourrait échapper à tout contrôle. On peut restaurer une forteresse en se rendant sur place en dépensant 5 pièces pour retirer un jeton menace. Ah ouais, mais on ne peut restaurer qu'un seul niveau de forteresse par tour. Je pourrais pas payer 15 septimes d'un coup pour restaurer totalement Markat. Oui, alors, en fait, la thune, ça va avoir une importance monumentale entre le coût des achats des objets, éventuellement utiliser un chariot, acheter des ingrédients, dépenser son or pour baisser les niveaux de menace, de dégradation. L'or va être super importante. Et à quoi je pensais d'autre? Alors, on paye, c'est à nous héros de payer pour restaurer. Oui, bon, mécaniquement, c'est pas con. Là, ça me choque pas. Est-ce que, et là, ce serait vraiment très intéressant, par rapport aux aventures que l'on va mener, aux différentes quêtes, j'espère qu'il y aura des effets de jeu qui vont nous dire, en récompense, vous pouvez baisser une dégradation dans une forteresse au choix, ou dans la forteresse qui correspond à la quête de la châtellerie que vous venez de réussir. Ça pourrait être très fun. Et en plus, ça évitera de dépenser trop de pièces d'or. C'est le côté radin de mon héros qui parle. On arrive à la fin du tour. Une fois que chacun a effectué son tour, tout joueur qui détient suffisamment d'expérience pour gagner un niveau doit le faire. Ah oui, là c'est de la montée de niveau obligatoire. Consultez la section gain de niveau page 41 à la fin du tour. Tous les joueurs récupèrent la totalité de leur santé, vigueur et magie. Alors ça, c'est surprenant par contre. C'est comme entre deux combats, on récupère, il me semble bien avoir lu ça quand on a fait le tuto, on réinitialisait notre piste de santé-vigueur. Récupère la totalité de la santé en rouge, vigueur en vert et magie en bleu. Ouais, c'est ça. Mais tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux. C'est peut-être parce que c'est suffisamment costaud
dans l'intégralité du jeu pour accomplir un scénario, on a besoin systématiquement, donc après une rencontre ou après une fin de tour, de tout remettre à zéro. Ceci dit, il y a une exception là dans ce que je dis, parce qu'on avait vu qu'après la rencontre dans notre grotte, on avait été blessé par le Vasar, notre santé avait été réduite, et pour le second combat, on avait restauré totalement que la vigueur et la magie, mais pas la santé, ce qui était logique, on avait subi des blessures. Il me semble. Mais ouais, c'est logique, c'est bien. Stop là, halte au feu. On rattaquera une autre vidéo en début de semaine, hein, pour voir les cartes événements, pour voir les cartes quêtes, des quêtes de donjon, des succès, des quêtes spéciales. Ok. Déjà, ça va nous occuper pas mal, hein. Alors, on s'arrête page 23. 23 sur 50. Sur 53. C'est bien, c'est bien, c'est bien, ça progresse. Dans ce qu'on a vu là, honnêtement, c'est très très bien détaillé, hein. Il répète à plusieurs endroits, plusieurs fois par page même, des points de règle. C'est pas déconnant. Comme ça, au moins, ça a une chance de rentrer dans mon tétio. Ça, c'est bien foutu, ça, le guide de référence. Alors franchement, je le redis, mais en complément des cartes mémo et d'aide, c'est nickel. Bon, mise en place, ok. Non, ce qu'on a lu sur les premières pages, là, vraiment, pas de souci. Pas vraiment d'ambiguïté. Je me suis pas dit oulala, il va falloir que je mette un post-it à tel endroit, tel endroit, tel endroit pour vraiment noter un mémo parce que c'est un coup à passer à côté. Plutôt satisfait. On garde visible ici et je reprendrai à cet endroit-là. Eh bien, moi, je suis bien content d'avoir fait ça, de rentrer dans le jeu au fur et à mesure. Bon dimanche, les amis, aventuriers de bord de ciel, et à très vite pour continuer cette découverte de règles. Salut, salut!